Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Un peu Guillaume au carré ce matin. Ouais, ça va être intéressant ça. Dans le fond, Guillaume Dubé, maître électricien chez GCD Énergie. Yes. Donc, maître électricien qu'on soit aujourd'hui pour parler un peu de panneaux électriques, parler d'auto électrique. Je vais te laisser te présenter. Vas-y, on t'écoute pour te présenter une couple de minutes. Yes, good. Ben, dans le fond, justement, Guillaume, fondateur de GCD Énergie, maître électricien aussi. Je suis le détenteur de la licence, dans le fond, pour l'entreprise et électricien. Je suis électricien depuis 10-12 ans déjà. L'entreprise, elle a été fondée en 2017. Dans le but, dans l'axe là, de participer à l'électrification des transports. Là. Le but, c'était de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas GCD électrique, comme à peu près la grande majorité des entrepreneurs électriciens. On a choisi le mot énergie. Puis, c'est pas mal ça. Travailles-tu dans le résidentiel, commercial, industriel? Oui, ben de moins en moins, le 100% des opérations sont dédiées à la recharge de véhicules électriques. Donc, on a fait plus de services, de rénovation, d'appels de services, de projets de construction. Par contre, dans le passé, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait ton entrée électrique. Ouais, chez moi, oui. Exact. On faisait de la rénovation résidentielle, de l'amélioration, du petit commercial. Ce qu'on fait plus, là, ça n'existe plus, ces divisions-là. Okay. Chez l'énergie, la pandémie a eu raison des mauvais payeurs chez nous. On les a isolés, puis on les a tassés. Fait que notre clientèle est très, très cible. Tu disais que l'idée principale de l'entreprise, c'était au niveau de l'électrification des transports. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu plus là-dessus, c'est quoi? On a tous des Tesla dans 10 ans, puis on s'en va là. C'est tout ça, là, un petit peu le... Oui, exact. Dans le fond, c'est sûr que tous les chars neufs, je ne sais pas si tu aimes ça en tant que conseiller financier, mais tu sais, la réglementation ou l'objectif gouvernemental, c'est qu'en 2035 et plus, les fabricants automobiles n'auront plus le droit de vendre des véhicules à combustion. Donc, 2035, en immobilier, en finance, etc., c'est demain, là. Ça se fait vite, là. C'est dans 12 ans, là. Ouais, ça va très, très vraiment vite. Dans pas long, là. Puis là, tu sais, faut que tout se mette en place d'ici là. On le sait que c'est juste des véhicules neufs, là. C'est pas tout le monde qui achète des véhicules neufs, mais on s'attend à ce que la demande dépasse les objectifs. Donc, la plupart des gens à qui je parle, c'est sûr que mon environnement est 100% axé là-dessus, mais si c'est pas votre prochain véhicule, c'est l'autre d'après, c'est sûr. Dans les discours parlés, là, fait que c'est « je suis dû pour me changer de char, mais pas celui-là, mais le prochain, ça va être ça. » Fait que bref, on a l'entreprise GCD, je l'ai fondé ça dans le but de... Moi, je me voyais installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques, t'sais. Puis en 2017, évidemment, quand je l'installais 2 par semaine, j'étais content, là, tu sais. Puis assez vite, là, c'est tombé à 1 par jour. Puis là c'est 100% du chiffre d'affaires. Là, fait que... Là, si on prend ton horaire pour faire le podcast, mais il y a des bornes qui se font pas installer. Là. C'est ça, on est rendu là. Ouais, mais là, l'équipe, elle a grossi là, depuis. Là, en 2017, j'étais tout seul. Fait que si j'avais été ici, il y a personne qui avait mes services. Mais en ce moment, là, on est rendu 8. Là, fait que ça roule, ça l'installe. Les clients ont un excellent service chez nous aussi. Là, d'ailleurs, fait que c'est pas mal... C'est vraiment dans nos valeurs là, d'offrir un excellent service client. C'est là qu'on se différencie avec notre expertise aussi. Là. Ben, c'est exactement, j'allais dire. En fait, je peux confirmer là-dessus le niveau service à la clientèle. On se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis le primaire, depuis qu'on a 5-6 ans à peu près. Là. Fait que, si Justin nous écoute, salut Justin. Salut Justin. Donc, dans le fond, on se connaît depuis longtemps, mais on s'était perdu de vue. Puis par la suite, électricien, inspecteur bâtiment. Puis là, j'avais besoin de faire des travaux chez nous. L'équipe à Guillaume est venue, en fait, changer mon panneau électrique. Donc, on a changé de 200 ampères à monter à 350. On dit une 320, là, mais la combinaison des panneaux donne 300 ampères. 300 ampères total, c'est ça. On était monté un petit 50 de plus. Ouais. Fait que 300 ampères total. Puis en même temps, là, on a installé la borne électrique. À l'extérieur, on a fait une borne électrique. On a passé le fil pour la deuxième borne qui va venir éventuellement. Puis vraiment, j'ai vécu, j'ai des avec Guillaume pour la soumission, mais j'ai des avec son équipe pour l'installation. Puis vraiment, là, c'était impeccable. C'était A1, ton équipe. Là. Super apprécié. Puis ta maison est compliquée en plus. Là, fait que, ouais, quand t'as une maison ancestrale, ça complique tout. Ouais, exactement. Fait que tant mieux. Excellent. Merci bien. Mais oui. J'ai des clients, des fois, qui m'arrivent, moi, quand ils ont un projet d'acheter justement un véhicule électrique, il y a souvent plein de questions. Tu sais, souvent, je suis comme une personne référence, en fait. Okay. On me dit, tu sais-tu combien que ça va me coûter? Tu sais-tu à qui
qui je dois appeler? Tu connais-tu un électricien? Tu sais ça va être quoi les frais? Tu sais c'est quoi une borne? Comment que ça fonctionne? Fait que là, je vais te garrocher à la balle, je pense, rendu là. Ouais, ben oui, excellent. Puis, tu sais, d'un, on est habitué d'y répondre, puis c'est des questions que tout le monde se pose, là. Fait que c'est très légitime, là. Puis, donc, la question que je venais de poser, c'était concernant mes clients qui me posent la question, justement, avec... ils veulent s'acheter une Tesla, par exemple, puis ils se demandent vraiment... ça va ressembler à quoi les coûts reliés à l'achat d'une borne, l'installation, l'électricien qui vient chez vous. On le sait qu'on sauve du gaz, mais outre ça, tu sais... Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ça ressemble à quoi les frais? Ouais, c'est une super bonne question. On va différencier un peu l'habitation, là. Fait que, tu sais, il y a la copropriété, il y a le condo, le multilogement, puis il y a la maison unifamiliale typique là, du banlieusard, là, à Boucherville, bungalow, là. Ouais. Bon, fait que au niveau des... si on commence par le condominium, là, au niveau des condos, ça dépend un peu de l'approche qu'on prend. Parce qu'un bâtiment de condo... l'entrée électrique, elle a une capacité définie. T'sais. On peut pas nécessairement toujours mettre dans un 100 condos sans borne de recharge. Donc, il faut commencer par l'analyse des charges. Après ça, on va décider une stratégie pour installer des bornes de recharge. Mais peu importe la stratégie, là, on parle souvent entre 4 000 et 6 000 $ pour alimenter une borne de recharge dans ton emplacement de stationnement intérieur, condo. Fait qu'autour de nous, ici à Montréal, Rive-Sud, 4 à 6 000 $ tu vas avoir ta borne installée. C'est subventionné à 50% actuellement, ces installations-là. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour investir dans ta copropriété. C'est là, c'est 50% de rabais, puis ça ne coûtera pas moins cher dans 5 ans. Ça inclut la borne, ça inclut les fils, ça inclut tout? Oui, ça inclut la main-d'œuvre, les câblages, les systèmes de gestion, s'il y en a, puis une borne. Fait que 4 à 6 000 $, c'est un bon budget. Là. Évidemment, il y a des cas d'exception que ça frôle le 10, puis il y a des cas d'exception que c'est 3 000 $. Question pour les condos. Ouais. Parce que là, j'imagine, mettons, quelqu'un qui a un condo, il est au 3e logement en haut. Ouais. J'imagine que tu pars pas le fil de son panneau à lui. Tu perces tous les étages puis tu t'en vas jusqu'en bas. Ça serait hot, hein? Ça serait c'est pas ça. Là. Non, c'est sûr que t'as une solution. Pas comme ça qu'on travaille ça. Je sais pas si c'est dans ton rôle d'inspecteur, mais dans les bâtiments de copropriété, habituellement, les salles électriques avec les compteurs des usagers sont au sol. Fait qu'ils sont dans les stationnements souterrains SS1 ou SS2. Puis on part de là. Donc on vient le cas classique là, qui est un produit québécois d'ailleurs, là, c'est qu'on vient, c'est RVA électrique on vient intercepter l'alimentation de ton condo. Fait que de ton compteur, il y a un câble ou un conduit qui s'en va vers ton panneau électrique de condo. Okay. Ben, on le coupe si on veut, puis on s'en va alimenter ta borne depuis là. Pour rajouter les frais d'électricité supplémentaires annuels à ton voisin de droite. Exactement. C'est pas à tout le monde de payer ton gaz, fait que c'est pas à tout le monde non plus de payer ta recharge de véhicule électrique. Fait que ça, c'est parfait, là. C'est l'utilisateur payeur. Puis, je sais pas, je m'en allais où avec ça, mais ça, c'est un cas qui est assez répandu puis qui est assez commun. Sinon, il y a des systèmes intelligents. Exemple que ça, c'est pas possible parce que tu es dans un penthouse puis ton compteur électrique il est au toit avec toi, là, ou dans une salle électrique au toit, ce qui arrive souvent dans des gros bâtiments. Ben là, on repart une nouvelle distribution avec des bornes intelligentes, puis c'est la même chose. Tu ouvres ton application, puis ton compte, Guillaume, tu vas payer ta recharge à ton emplacement. C'est ta borne à toi, tout le kit, elle appartient à ton stationnement. Ton stationnement qui valait 60 000 $ aujourd'hui en vaut 70 000 parce qu'il est électrifié. Puis il y a une borne. Chaque fois que tu branches de ton application, ça paye la recharge. Puis ton syndicat, lui, il va recevoir une fois par mois tous tes paiements. Il va pogner cet argent-là, puis il va payer son compte au Québec. Ça, c'est ça. C'est dans les exemples, en fait, que tu es dans un penthouse, puis tu n'as pas le courant qui se rend jusque dans le sous-sol pour les relier, en fait. Fait que là, tu as l'application que tu utilises. Exact, c'est ça. Ton compteur Hydro-Québec que tu as chez vous sur ton bungalow, là, dans un cas comme ça, il serait soit dans une salle électrique inaccessible ou trop complexe. Fait c'est un autre horizon d'approche. Les budgets d'installation sont un peu plus élevés, souvent. Mais ballpark, là, c'est un bon environ là, de 4 à 6 000. Là. 4 à 6 000. Subventionné. À 50%. J'imagine, puis au niveau des bornes électriques, as-tu un minimum d'ampérage nécessaire pour une auto électrique? Bonne question. Tu n'as pas de minimum d'ampérage. Avec des produits de gestion, tu n'as pas besoin de tout ça. Côté alimentation de la borne, là, on est capable de donner ça. Puis, mettons, au niveau de ton usage. Donc, on est 3 personnes différentes. Moi, je fais 200 km par jour en moyenne. Toi, tu es inspecteur, tu en fais vraiment beaucoup. Toi, tu fais peut-être 30 km par jour. Fait que la capacité de ta borne, à toi, tes besoins ne sont pas les mêmes que les miens, puis encore moins que les tiens. Fait que toi, la journée que tu vas avoir ton pick-up électrique pour faire des inspections à Drummondville, tu vas avoir besoin d'une borne de 48 ampères et plus pour faire ta recharge durant la nuit. T'sais. Est-ce que le modèle de véhicule va venir affecter aussi? Exemple, une Tesla qui est
Un petit auto comparé à, mettons, un Ford Lightning, grosse batterie, full equip. 100%. La même réflexion s'applique qu'à nos véhicules à essence. C'est sûr que ton Honda Civic consomme beaucoup moins d'essence que ton F-150, mais c'est la même chose. Ta Tesla Model 3 est vraiment, vraiment plus efficace, donc consomme moins que nos pick-up électriques. OK. Fait que c'est la même chose. Là, la réflexion est la même. Puis toi, dans le fond, tu fais tout ce calcul-là avec le client. Mais toi, le client, il dit, je vais m'acheter un Ford Laria full equip, grosse batterie. Ouais, mais tu vas faire le calcul, tu vas dire, OK, faut aller dans telle borne. Mais tes recommandations sont ça. Faux, parce que ça dépend de ses besoins. OK. Fait que je peux vouloir un gros pick-up, mais juste faire 30 km par jour. OK. Fait que t'as pas besoin d'une grosse borne parce que t'as un gros pick-up, t'as besoin d'une grosse borne parce que tu fais beaucoup de route. OK, c'est bon. Que c'est vraiment là qu'il faut comprendre le client, il faut comprendre ses besoins, puis après ça, il faut y faire des recommandations de produits et non y aller avec le bon on veut la plus grosse chose possible parce que ça existe. Ouais. Je trouvais intéressant que tu nous expliques ça de cette façon-là, parce que je pense que tout le monde qui est venu au podcast ont la même vision que nous par rapport à ça, ou par rapport au conseil, qui ne sait pas de venir proposer un produit au client, c'est de savoir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Ouais, exact. Je veux ça, pourquoi? Je dois faire ça, pourquoi? Comment tu vas le faire, pourquoi? On veut savoir tout pour être capable de bien le conseiller le client. Puis c'est là que tu es capable de justement faire de l'optimisation puis d'améliorer sa situation, que ce soit financièrement, au niveau des inspections, au niveau de l'électricité, au niveau de où est-ce qu'il se voit dans 5 ans. S'il veut changer de véhicule, puis qu'il t'explique qu'est-ce qu'il y en est, justement comme s'il y a une Tesla, mais il s'en va peut-être vers un pick-up dans 5 ans. Exact. On n'est pas là. Il faut que tu sois capable de regarder le panneau, il faut que tu sois capable d'avoir une situation claire de où est-ce qu'il s'en va, le client. Toujours dans ce qui est possible et disponible avec ces installations électriques, avec ces infrastructures. En parler de ça, justement, ça me fait penser parce que j'en fais de l'inspection de bâtiments, surtout des maisons des années 70, 80, même des années 60. Les panneaux sont pleins à côté déjà. Ouais. Il y a un 150 ampères ou 200 ampères, mais il est à côté. Ouais, c'est un autre concept intéressant, ça. Mettons qu'on rouvre la discussion des maisons unifamiliales, là, tu sais. Un budget d'installation d'une borne en banlieue, là, de maison unifamiliale, là, borne incluse, là, c'est rendu environ 2000 $. Puis il y a une subvention de 600 $ qui s'applique. Donc, on parle de ça. Au niveau du fameux panneau électrique qui est plein, il faut comprendre que le panneau en soi, physiquement, là, il peut être plein de disjoncteurs, mais la charge électrique, la consommation de la maison, elle, n'est pas représentée par la quantité de disjoncteurs. Donc, on pourrait avoir là, une très petite maison mal isolée avec une grosse fournaise électrique, un garage détaché, un spa puis une piscine chauffée. Puis sur cette maison-là, qui aurait un panneau électrique de 200 ampères, on ne pourrait pas installer de borne. Même si le panneau, il y aurait plein d'espace disponible. Parce que la demande... énergétique est trop élevée déjà. Ouais, c'est ça. La demande est trop grande. Fait qu'il faudrait installer des modules de gestion. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a des solutions mécaniques. On mesure en temps réel ce que ta maison consomme. On alimente ta borne. Puis si jamais la consommation de ta maison plus ta borne font que c'est trop, le module va couper ta borne. Ah, OK. Ou une autre solution, c'est d'augmenter les entrées électriques, comme on l'a fait chez vous. Qui est assez dispendieux la plupart du temps pour les gens. Ouais. Puis ensuite, troisième, il y a d'autres solutions qui sont Wi-Fi, là, un peu, là, si on veut. Fait que il y a toujours des solutions, OK? Il faut juste, encore une fois, partir des besoins du client, appliquer la bonne solution, puis respecter son budget le plus possible. Puis quand, mettons, il n'y a plus d'espace physique, fait que ton panneau typique 200 ampères, 40 circuits, il est plein, puis il n'y a pas de disjoncteur twin qui existe parce que c'est un Stablock ou un Sylvania des années 80 qui devrait... Faut pas dire ces mots-là. Faut pas dire ces mots-là. On en profite, encore une fois, dans l'optique du conseil. Tu sais, monsieur, madame la cliente, vous avez un panneau électrique qui est super dangereux. Les compagnies d'assurance commencent à le refuser. Vos inspecteurs en bâtiment, ils vont vous le dire que c'est un vieux panneau. Tu sais, ces protections-là sont... En fait, il n'y en a pas de protection. Tu pourrais prendre une prise de courant au bout d'une extension, la foutre dans la piscine, puis il arriverait peut-être à rien. Tu sais, c'est dangereux. Fait que tu recommandes à ton client de remplacer son panneau pour un plus gros. Il y a plus d'espace, mais la capacité électrique, elle est disponible. Pour aller en explication, dans le fond, sur ces panneaux-là, les panneaux de marque X là, qui sont Stablock, Sylvania... j'ai aucune idée de quoi vous parlez. C'est ça. C'est pour ça que je me dis, je vais développer, parce que si Guillaume ne le sait pas, je le voyais dans tes yeux. T'as vu mes yeux, on est où, là? Non, je le voyais, je me disais, il y a d'autres gens aussi qui vont nous écouter qui ne sauront pas. Mais dans le fond, en gros, tu me corriges, j'ai tort. Ouais. En gros, ces panneaux-là, ils ont des problématiques au niveau des surcharges. Donc, les disjoncteurs peuvent ne pas disjoncter en cas de surchauffe. Donc, c'est une surcharge de courant sur le disjoncteur. Mettons, des fois, ta prise électrique, tu entends faire tic dans ton panneau. Là, tu vas le rallumer. Là, parce qu'il y a une surcharge de courant. Mais je pense que c'est 33% ou 35% de ces disjoncteurs-là ne coupent pas en cas de surcharge. Fait ça, c'est un problème de l'entreprise ou c'est juste parce qu'ils sont vieux?
C'est des problèmes de conception à l'origine. Ils n'ont jamais été super... c'est pas comme un véhicule, là, ils n'ont pas dit ramenez-nous vos panneaux puis un peu de rappel là-dessus. Là. Non, dans le cas d'une des deux marques, ils ont juste fermé, genre en 1990 ou plus. Puis, je pense que c'est en début 2000 qu'ils ont trouvé le problème. Là. Ouais. C'est des panneaux qui étaient des années 70, je pense. Là, ouais, plus 80. Moins, ouais. 80. Ouais. Fait que, ouais. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est des panneaux qui sont à problème. Ouais. C'est recommandé d'échanger. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est ces panneaux-là. Genre, les twins, c'est que tu peux. La fois, les twins, tu vas dire, explique-le. Ouais, ben dans le fond, les disjoncteurs twins, c'est qu'avec un espace simple, avec un seul et unique disjoncteur qui alimente, exemple, une série de prises dans le salon, tu peux le remplacer par un double, qu'il y a 2 boutons sur le même emplacement. Fait que physiquement, si on veut, c'est qu'on peut prendre 10 disjoncteurs puis shrinker ça en 5, tu sais. Puis on peut alimenter plus de circuits parce qu'on libère de l'espace physique pour venir mettre un nouveau disjoncteur qui, lui, va alimenter une borne de recharge. Je pense que ça se fait juste sur le 120. Ça se fait pas sur le 240. Non, il existe des... c'est le regroupement de twins, mais ça existe des quads. Là. OK, ça, OK. Ouais, il y a les nouveaux panneaux de nouvelle génération sur des circuits conventionnels là, qui sont pas anti-arc. Là. On peut faire des beaux miracles. Là. On peut faire des... Okay. Il y a des beaux produits. Là. OK. Ça va, Guillaume? Voilà, je suis là. J'ai des PTSD de ma science de secondaire 4, là, mais je vois les circuits dans ma tête, je suis comme, oh my god. Okay. J'aime mieux les marchés boursiers. Hein, je suis pas un fan, pour vrai, mais j'adore le fait que tu as la même vision que nous par rapport à les conseils qu'on vient de donner. T'sais, on vient pas juste... Écoute, moi, c'est ça que je charge, c'est ça que je coûte. Non, il y a une écoute du client, c'est quoi tes objectifs, puis tu vas au-delà de ça. Je pense que probablement c'est pour cette raison-là que tu es ici aujourd'hui. C'est qu'on a un peu la même vision. Fait que le cercle de référencement qu'on est en train de créer, on veut offrir ce même service-là pour nos clients. T'sais, on veut vraiment être à l'écoute puis leur proposer des choses. Puis ça venait me faire penser, je voulais te poser la question. On l'a effleuré un petit peu tantôt, mais pourquoi électricien? Tu sais, quand tu as commencé ta jeune vie d'adulte, là, qu'est-ce qui a fait le switch? Tu as parlé de conception de l'entreprise en 2017. Ouais. Mais pourquoi électricien? Qu'est-ce qui a fait? Ben, en 2017, j'étais plus vieux. Là. On était sorti de l'école depuis un bout. Là. Puis là, tu m'as dit qu'il faut être franc. Fait que, tu sais, moi, mon père, dans le fond, il est plombier. Ouais. Moi, j'ai toujours été manuel. Là. J'étais ticu, puis je gossais des chaises, je réparais mon vélo, puis j'aimais vraiment ça, jouer dehors. Puis, fait que c'était sûr que je m'en allais dans la construction. Puis l'école, on passera. Là, c'est sûr, c'est pas pour moi. Là. La plupart des photos de mon DEP, je suis dans mon coton ouetté, puis je dors, puis je bave sur la table. Là, fait que je suis vraiment pas le candidat académique. Mais ça enlève rien. Là. Ceci dit, mon père était plombier, puis moi, je l'ai tout le temps vu comme jouer dans la marde, faire de la rénovation, de la réparation. Puis je vois une crotte de chien chaude sur le bord du chemin, puis le cœur me lève. Là. Fait que c'était sûr que ça, c'était pas pour moi. J'adore l'image. Il jouait dans la marde. À vous, hein? Fait que là, je commence à chercher des métiers propres un peu, qui sont intéressants et recherchés. Puis je m'en vais vers l'électricité, là, tu sais, ça allait de soi pour toi de plus propre d'aller dans la construction, mais de quelque chose qui t'intéressait. Puis... Exact, c'est ça. Ça reste vraiment plus physique qu'on peut penser. Surtout, mettons, ce qu'on fait, là, des rétrofits de condos, puis tout, là, ça prend des je vais pas dire des hommes, là, parce que ça prend des femmes aussi, là, mais c'est exigeant physiquement comme métier. Contrairement à peut-être, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, mais un technicien d'alarme. Conseiller en sécurité financière. Ouais, exact, disons ça comme ça. Probablement, ouais. Fait que t'as la chance de jouer avec des outils, des beaux outils, travailler physiquement. Ton cerveau aussi travaille assez fort à faire des analyses, des calculs, conseiller client. Fait que c'est pour ça que j'ai abouti en électricité. Puis où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Pour l'entreprise que tu as expliqué qu'il y a eu une croissance. Elle a grandi, tu étais seul. Là, on est rendu 8. Ouais. On est où dans 20 ans, peut-être? Là? Avant la retraite, là. Wow, ben là, 20 ans, le marché des véhicules électriques sera plus un marché, en fait. Ça va être une norme, là. Ouais, c'est une finalité. Est-ce qu'on va être multi-service, tu sais? Évidemment, là, tu sais, on aime l'efficacité énergétique. Toute ma gang aime ça, aime l'immobilier. Fait que c'est sûr et certain que ça va être soit multiservice avec un volet énergie renouvelable, peut-être des panneaux solaires. Ça, on a déjà parlé en plus pour chez vous. Nous, fait que c'est sûr qu'on va soit être multiservice, quelque chose comme ça, panneaux énergie renouvelable, climatisation. On parlait un peu de compagnies de vendeurs. Là, c'est un marché qui n'est pas épargné là, par les cogneux de porte puis des machines un peu moins top. Là. Fait que
toujours avec l'axe du service client, du conseil, puis de dire, monsieur, madame, vous avez 5 000 à investir, faites-nous confiance, puis on va mettre la bonne affaire. Prenez pas le ou la personne qui cogne à votre porte et qui vous vend une compagnie qui n'a pas de collant dessus, là, qui ne sera pas entretenable. Je pars à Québec avec ta réponse, là, mais on risque d'être multiservice. Là, on vient de partir d'une boutique en ligne, encore une fois axée sur le service. Fait que le but, c'est que tu t'en vas sur notre page web, tu pognes le numéro de téléphone, puis tu nous poses des questions. T'sais, on est là pour toi. Tu vois les produits, tu vois les services. Puis... Exact. Fait que notre borne s'installe à l'extérieur. Je n'ai besoin d'une autre au chalet. Fait qu'on est très axé service. Probablement que dans 20 ans, on va avoir plusieurs branches à l'entreprise. Des bornes électriques, là. Parce que là, c'est nouveau les bornes. Fait qu'il n'y a pas vraiment de problème. Mais ça brise-tu? Ben oui, ça brise. Ça brise. Quand c'est pas ton déneigeur qui part avec ton cordon dans sa souffleuse. Ah, ça va. Oui, j'ai pas passé. Ah oui, ok. Oui, t'as fait une publication là-dessus d'ailleurs. Ouais, probablement. Oui, je l'ai vu, ta publication. T'as fait une publication qui disait que justement de rouler vos cordons. En fait, je pense qu'il y avait 5 ou 6 étapes de comment entretenir ta borne. Puis une là-dedans que j'ai ri parce que genre, il y a des petits palettes de déneigeurs qui allaient partir avec le fil. Là. Ouais. J'ai dit, hey, je vois ma femme moi, qui laissait le fil traîner à terre dans l'entrée. C'est ça. Puis tu n'as pas de contrôle sur ton gars de déneigement, ni même sur ta souffleuse. Des fois, j'ai des clients qui passent dessus eux-mêmes. Là. Ça se remplace. D'ailleurs, ça se remplace. Les pistolets de recharge, il ne faut pas laisser ça traîner. Dans la neige. Ouais. Tu ris, mais on en a remplacé un dernièrement là, parce que c'est livreurs. Ils font pas attention, ils laissent ça traîner à terre. Il faut faire attention, là, les produits québécois, là, ceux qui sont conçus au Québec, c'est d'excellents produits. Là. C'est des produits qui sont faits pour être installés à l'extérieur. Il y a certains produits d'importation d'Amazon, mettons, qui t'offrent pas bien dehors, là, qui vieillissent pas bien. Mais les produits québécois en soi, il n'y a pas de durée de vie à ces produits-là. Ça fait 5-6 ans qu'on en installe, puis je n'ai pas remplacé de mes premières installations encore. Fait que c'est sûr, c'est un marché qui est jeune, là, mais... Oui, éventuellement, ça va se faire, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des bris, il va y avoir des pièces comme... Il va y avoir des bris, il va y avoir de l'oxydation. Il y a des produits qui sont installés dans des endroits humides. Fait que c'est sûr que ça va vieillir comme plein de composantes d'usage. Est-ce que tu te vois un jour devenir 100% gestionnaire ou va toujours falloir pour toi que tu aies Tu parlais d'avoir les mains occupées. Les mains sales? Ben, non, mais d'avoir les mains occupées, d'être manuel, c'est un must pour toi. Si t'es rendu avec une équipe de 50, multiservices dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que tu te vois juste faire de la gestion? C'est hot comme question, ça. Cette année, puis là, je sais pas si les gars vont écouter, mais j'ai décidé de remettre mes bottes 2 jours par semaine. Ça faisait plus ou moins 2 ans que j'étais bureau, conseil, soumission, études de faisabilité. Puis toute la croissance de la compagnie, tu sais. Puis là, je remets mes bottes 2 jours par semaine. Je suis fatigué, là. Premièrement, je suis très fatigué physiquement. Fait que mon idéal, là, c'est plus comme j'ai un directeur général, là, puis lui, il gère la business. Puis moi, je peux m'amuser avec mes gars sur le terrain, puis, tu sais, faire les calls de service. Là. Ça, c'est comme mon dream, là. T'es le CEO qui met la corde sur l'épaule puis qui traîne le bateau. Je vais essayer fort, là, mais il va falloir que le fardeau des décisions financières au quotidien, là, financière, gestion, ressources humaines, ça sera plus à moi là, dans 20 ans. Ça va prendre un partenaire d'affaires, dans le fond. Là. Ça va prendre un partenaire d'affaires ou un bon directeur général. Là, il peut rester salarié ou il peut être partenaire, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu aies de l'aide qu'on me libère là-dessus. Parce que c'est important pour toi d'avoir les mains occupées. Puis Est-ce que tu es un gars de projet? Si on regarde, mettons, le futur, tu vois-tu autre chose? Es-tu un entrepreneur ou tu es un électricien? Non, je suis entrepreneur, ça c'est sûr. J'ai pas 56 000 idées de business. Là. Ça baigne toujours autour de l'immobilier, la construction, les rénovations. On a acheté une maison que tu as visitée d'ailleurs. Ça a été un énorme projet. Fait que oui, j'ai plusieurs idées, plusieurs projets. Fait que ça va tout baigner, mais c'est toujours dans la même... Construction, flip. Je pense que Mathieu m'expliquait un petit peu. T'es un gars de flip dans tout ce qui est opportunité au niveau immobilier, construction. Exact. T'es là, OK. Ouais. Ça m'attire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Puis c'est pas que j'aime pas faire du bureau puis faire du conseil client, c'est que
c'est que ça fait 2 ans que j'en fais, puis je réalise que c'est bien, mais mettons 60% ou 40% du temps, là, à un moment donné. Trouver un balance entre les deux, d'être sur le terrain. Puis Mais comme toi, j'imagine que faire juste des rapports puis de la croissance d'entreprise, c'est excellent, c'est le fun, mais ouais, c'est pogner ton échelle puis aller sur le terrain. C'est mon bout de préféré. Exact, c'est ça. C'est ce que je ferais le plus faire, c'est quand je fais plein d'inspections dans ma semaine, puis là, je fais attends, faut que je m'attaque des rapports. Là. Ouais, c'est ça. Merde. Quand tu réalises que tu as 40 heures de rencontre ou d'inspection de ton côté, puis là, tu es comme c'était le fun cette semaine, j'ai pas rien. Oh fuck, il faut que je les fasse, mes rapports. J'ai 40 heures de rapports pour 40 heures de rencontre. C'est un petit peu la même chose de mon côté. Le soir, si j'ai fini à 9h, ben ma conjointe, je sais pas si elle écoute les podcasts, mais elle sait que finalement je me couche à minuit. Il y a 3 heures de paperasse à remplir. Fait que je comprends un peu ton spot. De trouver un équilibre. T'es bon d'avoir mis ça cette année. Ben, on en parlait un peu avec les outils. Là. Moi, des fois, j'aime trop ça. Là. Mon comptable, il me dit « Hey, tes automatisations, là, quand ça plante, ça plante. » Mais de trouver des outils qui nous protègent de nous-mêmes. Là. On parlait de Calendly plus tôt, mais c'était de trouver une structure, trouver des outils technologiques puis qui font que tu te bookes une rencontre avec un client, mais book pas l'autre juste 1 heure après parce que tu vas avoir 3 budgets à faire en soirée. Là, fait que non, ça, c'est très cool. Puis d'ailleurs, ça, en tout cas, je veux dire, ça l'aide là, clairement ça l'aide à construire des entreprises, je pense, aujourd'hui, des outils technologiques, des plateformes connectées, des plateformes cloud, là, de partager avec ton équipe en temps réel un dossier de projet qu'avant, il était physiquement au bureau, il était juste sur ton ordi. C'est en temps réel, tu peux dire, hey, c'est plus la solution A, c'est la B, puis pour telle raison, puis les gars sur le terrain, ils ont une notification, puis ils voient ça, c'est très, très... C'est le fun d'être à jour à ce niveau-là. Ouais. Ça optimise un chantier, ça optimise des informations. Une nouvelle recommandation d'affaires dont tu connectes le fil d'une telle façon, mais peu importe, l'optimisation va apporter de meilleurs résultats à la fin. Là. Exact. Puis le partage d'informations. Ouais. Qui est... Dans quel coin? Sûrement qu'il y a des gens qui vont se poser la question. Est-ce que tu es Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, partout? Ouais, on est... l'entreprise est à la Rive-Sud de Montréal. On couvre la grande Rive-Sud, là, on va dire Contrecœur. Là. J'ai des employés à Contrecœur. Le Contrecœur, Saint-Constant, Sainte-Catherine. On fait des exceptions, bien sûr. Nos amis qu'on aime bien à Saint-Jean, quelque chose. Mais puis on a aussi l'Estrie. On couvre l'Estrie. Tu te rends à Granby? Ouais, je me rends à Granby, je me rends à Bromont. Puis on couvre toute l'île de Montréal au sud de la 40, principalement. Au nord de la 40, on a des partenaires collaborateurs là, qu'on réfère, en qui on a confiance. On a découvert que l'Estrie, c'est 1 heure de route, pas de trafic, avec de la bonne petite musique, tandis que des fois à Montréal, c'est 1 heure de route pour faire 15 km dans le trafic. Fait que, puis là, tu nous parlais que c'était pas mal, ça tournait autour des bornes, là, on était vraiment là-dedans. 100%. Fait que les 8 électriciens que tu as font ça à temps plein? Oui, en fait, il y a du personnel de bureau, là, fait qu'on est 5 électriciens. 5 électriciens. Ouais. Puis combien de bornes vous installez une journée par électricien? C'est un électricien ou c'est une équipe de 2? Comment ça marche? Ça dépend des projets. Là. Plus le projet est complexe ou en condo, les gars pourraient faire ça tout seuls, mais gagner ta vie en t'amusant, c'est le fun. Là. Fait que travailler en team de 2, c'est quand même vraiment pas pire. Fait qu'une équipe peut installer 1 à 2 bornes condo. Fait que 2 gars peuvent installer 1 à 2 bornes condo par jour. Puis tes bornes résidentielles, c'est de 3 à 4 là, facile par camion de service. Là. Fait que, il y a vraiment une différence entre la complexité. Là. Les frais aussi, tu parlais tantôt. Oui, exact. Puis tes 5 électriciens font-tu 40 heures semaine chaque? Oui, tout le monde. Ça fait de l'installation. Ça en fait de la borne. Ouais. Il y a une grosse demande. Au travers de ça, il y a des projets. Là, fait que c'est sûr qu'il y a un projet de condo au centre-ville. Des fois, il peut y avoir 2 à 3 jours, 4 jours de fixation d'ancrage au plafond. Après ça, on passe des câbles pendant 2-3 jours. Après ça, on installe des infrastructures, des panneaux. Il y a des projets où on peut être là 4 à 6 semaines. Comme il y a d'autres projets qu'on est là 2-3 jours. Sur du commercial, là, quand il y a une nouvelle construction, mettons, puis il y a des étages de sous-sol, puis qu'eux disent, bon, ben nous, on veut 10 bornes à chaque étage. Ouais. C'est le genre de projet que vous faites également? Nous, on fait pas de neuf. On fait pas de neuf parce que dans les bâtiments neufs, l'ingénieur va spéquer à l'électricien qui est en place quoi faire, puis ils vont les mettre en place. Les gars vont le faire. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à notre expertise. Nous, on est vraiment dans les bâtiments existants. Donc, la complexité d'un bâtiment existant à électrifier, c'est vraiment là qu'on développe notre expertise autant un peu comme des rénovations. Rénovation d'une maison, c'est bien plus compliqué que bâtir du neuf. Là. Quand tu arraches puis tu figures à ce que tu as, exact. c'est pas plus compliqué. Il faut que tu composes avec l'existant, puis il faut que tu trouves des trucs, puis il faut que tu, en respectant les normes, puis toujours en recommandant bien ton client, en voyant
en 2035, qu'est-ce qui va arriver avec ton bâtiment, tu sais. Je peux la solution qu'on peut t'installer aujourd'hui à moindre prix n'est peut-être pas la solution pour la communauté. Tu sais, vous êtes 5 copropriétaires, fait que on essaie de s'arranger pour que le 100e aussi puisse se brancher. Est-ce que tu cherches des électriciens en ce moment? Est-ce que tu es toujours en croissance? Oui. S'il y a des gens qui disent, bon, ben écoute, moi, ça m'intéresserait peut-être de faire ça. Je suis électricien. Oui, ça, c'est sûr que oui. Électricien apprenti avec beaucoup d'autonomie, d'intérêt. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche. Puis, c'est ce que je réalise dernièrement avec ma gang, c'est que la croissance de l'entreprise fait que ceux qui ça fait 4-5 ans qui installent, qui sont avec moi depuis le début, bien là, ils veulent prendre de la place de bureau, sont rendus bons pour conseiller les clients. Fait que le département des ventes va grossir parce qu'eux vont juste déménager. On va monter, puis... Exact. Fait que ça prend des gars sur le terrain pour continuer à installer puis à croître. OK. Y a-tu des choses que tu voulais qu'on discute par rapport à ce que tu fais en tant que personne, en tant que professionnel? Y a-tu des choses aujourd'hui que tu voulais... Ben moi, je peux répondre aux questions à Matt, si t'en as. J'en avais une coupe, c'est sûr, c'est pas sur les bords. Financièrement parlant, si t'en as, toi, go. J'en ai une coupe. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr que je voulais surtout, une chose, je voulais parler, puis t'es maître électricien, même si tu travailles plus dans les rénovations de maison. Ouais. Le filage d'aluminium. Ouais. Le filage d'aluminium, c'est sûr qu'en inspection, quand on le voit, on recommande une expertise par un électricien, par un maître électricien, pour être sûr que l'installation, elle est conforme et sécuritaire, puis si elle ne l'est pas, ben, la rendre sécuritaire. Ouais. Fait que, c'est quoi le problème de l'aluminium? Pourquoi est-ce que l'aluminium, ça fait peur au monde? Ça oxyde, puis ça avec les vibrations du quotidien, là, ça finit par se lousser. Les contacts se loussent, autant au niveau du panneau électrique que des composantes interrupteurs éclairs. Des bonnes vieilles marettes dans un luminaire remplacé par mon oncle, là, ça chauffe, ça oxyde, puis au final, ben, on finit par appeler l'électricien en urgence le 23 décembre, en après-midi, là, parce que ça pogne en feu. Ça pogne en feu, tu sais. Quand que la ville, surtout nous à Granby, je pense que ça fait 2 ans que ça dynamite à chaque jour. Là. OK. Fait que sûrement, quand tu parles de vibration, baboum, là, que tu sens la maison vibrer, j'imagine que c'est sûr, si tu es en alu, ça va... Ça aide pas, là. Non, oui, OK, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est vrai. Quand tu as des développements de nouveaux quartiers, puis ils défrichent, puis ils creusent, là... Ouais. Baboum, ça fait 2 ans. Là, nous autres, dans notre coin, là, on est comme OK. Une chance, la maison est faite solide, mais fait que ça serait une problématique. Là, tout ce qui est vibration, l'oxydation des fils. Ouais. Parce qu'on entend souvent, justement, j'ai des clients, ben là, il y a ça dans le panneau, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je garoche ça dans la cour à Mathieu parce que où est-ce qu'on est avec ça. Puis c'est le fun parce qu'on a un courtier en assurance de dommages des particuliers tantôt qui va venir. Là, on va pouvoir regarder, bon, mais c'est quoi l'impact au niveau des assureurs? Tu sais, c'est quoi le stress pour eux? C'est quoi les frais qu'il y a supplémentaires? En temps d'aujourd'hui, à ma connaissance, il y a des assureurs qui n'assurent plus les maisons et ça a commencé. Là. Ouais. Il y en a quelques-unes qui assurent rien. Là. Hugo va en parler tantôt. Là, j'ai hâte de parler. Ouais. Mais dans le fond, l'aluminium, dans le fond, ce que tu mentionnais, que ça s'oxyde, tout ça, c'est quand tu as un contact aluminium-aluminium. Est-ce que c'est différent quand tu as aluminium à cuivre? C'est pire, aluminium-cuivre. Puis avec l'air, là, ça prend toujours de l'air pour l'oxydation. Là. Fait que ce qui est recommandé quand on intervient là-dessus, c'est de faire des joints dans de la pâte. Il y a de la pâte en oxydation, tu couvres tout ton aluminium, puis là tu peux mettre tu peux jumeler avec de la cuivre. Est-ce qu'avec la pâte, c'est conforme à aluminium à cuivre? Ou aluminium à cuivre, ça n'est pas... Ouais, c'est conforme avec les produits. Okay. Puis tu sais, même les prises interrupteurs, là, souvent c'est vraiment méconnu, mais la prise que tu vas acheter chez Rona, tu sais, n'est pas faite, elle, pour prendre l'aluminium directement. Ça prend la prise qui est écrite ALCU. Là. Exactement, okay. C'est ça. Même chose au panneau électrique? Même chose au panneau électrique. Les disjoncteurs de marques récentes sont généralement compatibles aluminium-cuivre. Ouais, voilà, exact. Okay. Puis, ce qu'on fait là, chronologiquement, ou ce que moi je fais, en tout cas, ce que je recommande, là, c'est souvent l'inspecteur passe, après ça, ils disent de passer un maître électricien. La Corporation des maîtres électriciens a émis des rapports d'inspection visuelle. Quand on passe, on inspecte les prises de courant, les interrupteurs, les panneaux électriques, on fait un rapport. Si tout est conforme, ben là, c'est sûr que rendu au niveau des assurances, les assurances qui bloquent, puis qui veulent, même avec un rapport, ils veulent pas assurer ta maison. Okay. Moi tu sais, ça se fait des remplacements là, de 100% de ton aluminium, faire du cuivre, mais tu sais, il faut que tu fiches, il faut que tu fasses des trous. C'est vraiment pas une catastrophe, mais c'est vraiment une grosse job. Quand tu fais ça, dans le fond, j'imagine que tu n'enlèves pas le fil qui est dans le mur. Tu te déconnectes au panneau, tu te déconnectes aux prises, puis tu passes un nouveau fil à côté, puis tu laisses-tu le fil dans le mur, le fil d'aluminium? Ben, souvent, on s'en sert pour tirer le nouveau. Okay. Le nouveau en cuivre, fait que tu t'attaches sur le vieux, tu tires sur le puis quand il y a des crampes, là,
qui le retient? Tu sais plus fort. C'est plus fort. Non, des fois, ça passe pas. Là. C'est pour ça que ça prend... La finalité de ça, c'est souvent qu'il y a des trous à peu près à chaque sortie électrique. Fait que ta prise de courant, tu vas avoir un trou au plafond puis tu vas avoir un trou au mur pour ficher un fil. Fait que t'habites dans un fromage suisse là, une fois qu'on est passé. Fait que faites ça... J'adore l'image. Faites ça en même temps que votre rénovation complète de rez-de-chaussée, là, peinture, cuisine, etc. C'est mes recommandations. C'est le temps de le faire. Après ça, t'appelles le plâtrier après ça. Puis, t'es déjà dedans souvent. Fait que moi, c'est vraiment ça que je recommande là, pour maximiser un peu ton investissement. Ça va coûter 15 000 à faire ton électricité au rez-de-chaussée. Fais les dons pendant que tu 15 000, on s'entend, c'est l'exemple. C'est juste l'électricité. Ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut varier. Là. Ouais, exact. Oui, c'est un budget. Parfait, je vais appeler Guillaume, ça coûte 15 000. Exact, Guillaume va nous faire ça pour 15 000 fait que, non, effectivement. 4 étages, 6 000 pieds carrés de superficie habitable. Let's go. Non, exact, c'est ça. Puis c'est les dégâts collatéraux qui sont souvent catastrophiques. Là. Ouais, ok, ça, t'as pas vraiment le choix. Exact. OK. Puis au niveau des panneaux électriques, les vieux, admettons un panneau électrique, est-ce que tu en fais des remplacements de panneaux? Oui, mais encore une fois, l'axe principal de notre clientèle est borne. Fait que si tu nous appelles pour une borne puis ton panneau est à remplacer, on va le faire. Si tu nous appelles pour un panneau, on est très transparent avec les clients. Là. On les avise que nos délais sont très longs, qu'on peut les mettre sur une liste d'attente. Puis si on a des cancellations ou des choses comme ça, on va les glisser, là, mais c'est des cas d'exception. Là. C'est vraiment des plans B. Là, c'est pas, puis un changement de panneau, on parle de combien à peu près? Mettons 200 ampères à 200 ampères. Tu fais dépluguer, tu refais un nouveau panneau, tu replugues. Ouais, 200 ampères, 200 ampères, c'est environ 2000 en date d'aujourd'hui. OK, plus ou moins. Plus ou moins. Puis on est à 2500 environ pour une 100 ampères pour augmenter en 200 ampères. OK, changer de 100 à 200. Changer de 100 à 200. De 100 à 200, est-ce qu'il faut que tu changes ton fil, comme tu as fait chez moi? Ouais, exactement. Faut que tu changes le fil jusqu'à dehors. Faut que tu changes tous les conduits, l'embase de compteur, là, ce qui tient ton compteur Hydro-Québec avec le mât électrique, c'est à remplacer. OK. Fait que oui, c'est ça, de la complexité d'une augmentation de 100 à 200 ampères. OK, c'est bon. Fait que puis, quand tu plugues une borne électrique, ça arrive-tu des fois que tu fais, mettons, je sais pas, mais il y a 40 ampères maximum qui pourraient rentrer dans la maison, mais le client voudrait une 60. Ben oui, toujours. Là, tu te dis, écoute, oui, on peut faire une 60, mais il faut changer de panneau. Y a-tu du monde qui font, laisse faire, ou le monde, ils disent, regarde, go, vas-y, puis fais-les. Oui, dans le fond, si tu as un 200 ampères, puis que la capacité n'est pas disponible pour ta grosse borne, là, qui serait de 48 ampères, on va te recommander d'étudier tes besoins, là, pourquoi tu veux la grosse borne. Si tu n'en as pas besoin, comme dirait Pierre-Yves McSween, passe à d'autres choses. En as-tu vraiment besoin, c'est ça qu'il dirait. Deuxième solution, budget-wise, là, ça va être d'installer un contrôleur de charge. Okay, ça va être plus logique de faire ça. Ouais, c'est beaucoup moins dispendieux. Puis troisième solution, c'est d'augmenter la capacité d'entrée électrique, mais puis encore une fois, une façon budgétaire, là, de 200 ampères à soit une 320 ou une 400, c'est 5 000 et plus. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de miracle qui se fait en bas de ça. Là. C'est beaucoup d'investissement. Là. J'ai une question financière qui sort de la boîte un peu pour toi. Fais-moi pas faire des maths, là. Non. Mais moi, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, dans mon rôle de conseiller en sécurité financière, c'est au niveau corpo. L'idée, c'est de prendre un entrepreneur puis de regarder, voir sa situation financière, elle ressemble à quoi et où est-ce qu'il s'en va avec ça, jusqu'à la succession ou à la vente de l'entreprise. Ouais. Fait que je voulais savoir avec toi, rapidement, as-tu une idée de où est-ce que tu te situes là-dedans, ton organigramme d'entreprise, au niveau de ta planification, comment ça a été mis en place, comment tu as géré ça de ton côté? Très bonne question. Avec la croissance qu'on a eue dans les 3 dernières années, là, on n'arrivait pas à être profitable, si on veut. C'est sûr que quand tu augmentes un camion, des effectifs à chaque année, mais bref, tout ça pour dire que la croissance est vraiment bonne dans le domaine où on est. Là, on est dans le domaine que les installations sont subventionnées, la demande est croissante, l'entreprise est profitable, évidemment. C'était quoi la question? On est allé à Québec, on est revenu à Drummond. Ouais. Mais la question, en fait, c'était au niveau de la planification que tu as mis en place. Ouais. Là, tu es incorporé. L'entreprise est incorporée. Ouais. Une compagnie de gestion. Non, pas de compagnie de gestion. Pas de compagnie de gestion? Pas de compagnie de gestion. T'as-tu un planificateur? As-tu un avocat qui a mis des choses en place? Un notaire? Ouais, un comptable, avocat. Comptable, avocat. Planificateur financier. Planificateur qui a mis les choses en place. Et est-ce que tu es 100% actionnaire en ce moment de l'entreprise? 100%? Oui, exact. Écoute, ça serait intéressant de voir justement les choses qui ont été mises en place, le pourquoi ils ont été mis en place. Ouais. Puis
si jamais ça t'intéresse de revenir sur le podcast, j'aimerais ça. Faire venir plusieurs entrepreneurs puis regarder justement c'est quoi les stratégies qu'eux ont mis en place par rapport à l'entreprise. Pourquoi il y a une compagnie de gestion, pourquoi il n'y en a pas. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait aller avec ça? Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, ça fait souvent partie de la planification future. Là, ouais. Dernière chose, j'aimerais parler avant qu'on termine. Vas-y. T'as fait un rallye? Oui. Genre, tu m'en parles d'une petite minute, le rallye. C'était quoi? C'était où t'as fait ça? Dans le fond, on a participé écoute, je vais le dire, mais je suis pas sûr, mais c'est le premier rallye électrique au monde. Okay? Fait que le rallye, il a été organisé par Stéphane Pascalon. Son objectif, c'était de parcourir 4000 km en 5 jours pour démontrer aux gens et à l'ensemble de la communauté que c'est possible de faire des longues distances en véhicule électrique. De pas tout le temps charger après être allé au Costco. Là. Ouais, coincer une borne. Retourner à la maison. Fait qu'on avait des défis tout au long du rallye, mais tout ça pour dire qu'on est parti d'Halifax puis on a fini à Ottawa. On avait 4 nuits, 5 jours pour faire ça avec des défis à chaque nuit. Exemple, on n'avait pas le droit de se charger dans telle ville. On n'avait pas fait que. Puis le but, là, c'était tracké en temps réel sur leur site web. Puis le but, c'était de démontrer que peu importe le véhicule que tu as, peu importe l'expérience que tu as, tu es capable de te rendre au point B avec un véhicule électrique en 2022. Ça s'est fait. Okay. Puis tu sais, il y a des filles qui n'avaient jamais roulé électrique, qui avaient un Chevrolet Bolt. Puis il y a du monde comme moi qui avait un Tesla Model Y. Puis il y a des gars qui roulent en véhicule électrique depuis super longtemps qui avaient un F-150. Là, fait que on a vu un peu tout ce qui était possible de faire puis dangereux de faire. Fait que côté autonomie, là, que c'était très très hot là, de participer à ça. Cool. Ouais. Quand tu dis dangereux, c'est quoi? Parce qu'il flash parce qu'il te reste 5 km puis t'es ça à 10? Il y a une équipe là, que je pense qu'ils sont arrivés à 0% ou à 1% à leur borne de recharge. Il n'y a pas eu de remorquage, par exemple, pendant le rallye. OK, tout le monde a réussi à le faire sans remorquage. Oui, ça s'appelait le Grand Rallye électrique. Wow. Ça se trouve encore sur Facebook. La seule chose que tu avais besoin, c'était un véhicule électrique pour t'inscrire ou c'était vraiment... C'était-tu par invitation? Non, c'était tu soumettais ta candidature puis ils te retenaient ou pas. Puis il y avait beaucoup de monde qui avait des véhicules prêtés là, par Kia, Ford, GM, etc. C'est cool. Ouais, c'était vraiment hot. Merci Guillaume. C'était vraiment cool. Merci vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Comment est-ce que les gens peuvent te joindre? L'entrée principale, c'est le site web. Fait que gcdenergie.com, onglet soumission. Il y a un formulaire là. Fait qu'on a toutes vos informations pour bien répondre à vos questions, que vous soyez copropriétaire ou propriétaire d'une maison. C'est la porte d'entrée idéale. Réseaux sociaux, est-ce que vous en servez? Oui, on travaille fort là-dessus. Facebook. T'es sur TikTok aussi, les vidéos à chaque jour, non? Non, pas encore. Je veux pas que personne me lance de défi là-dessus non plus. Pour l'instant. Fait que Facebook principalement? Principalement Facebook. Instagram ou Twitter? Facebook, Instagram, moi, ça marche ensemble pas mal. Ouais. Mais non, c'est ça. Okay. Ça, puis le site web. Super. Good. Merci Guillaume. Hey, merci à vous de l'invitation. Merci Guillaume. Merci.